Bonjour et bienvenue dans l'art de gérer son temps, le podcast où nous explorons les stratégies et les conseils pratiques pour optimiser votre gestion du temps et booster votre productivité. Dans cet épisode, j'accueille Fabienne Wiltor, une coach en développement personnel spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants, des managers et leur équipe. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du lien entre leadership et gestion du temps. Nous débuterons par une discussion sur l'importance du leadership dans la gestion efficace du temps. Fabienne nous partagera sa perspective sur la manière dont les leaders peuvent influencer leur propre gestion du temps et celle de leurs équipes. Ensuite, nous explorons les stratégies concrètes que les dirigeants et managers peuvent mettre en œuvre pour optimiser leurs propres emplois du temps, de la délégation à la planification, en passant par la priorisation. Découvrez comment ces techniques peuvent transformer votre façon de travailler. Le leadership n'est pas sans défis temporels. Nous aborderons également les obstacles auxquels les managers sont confrontés au quotidien. Des réunions interminables, de la prise de décision, en passant par l'équilibre délicat de la vie professionnelle et personnelle. Et enfin, nous explorons l'impact profond de la gestion du temps sur la productivité et le bien-être. Fabienne nous guidera vers une meilleure compréhension des enjeux cruciaux à travers des anecdotes inspirantes et des conseils pratiques que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui dans votre vie professionnelle. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi et de devenir des leaders efficaces et épanouis ? Alors restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Fabienne proposera un défi de gestion du temps pour mettre en pratique tout ce que vous aurez appris. Sans plus attendre, plongeons dans cette conversation enrichissante sur le leadership et la gestion du temps avec Fabienne Wiltor. Bonjour Fabienne. Bonjour Chris. Alors, je vais te laisser te présenter, nous dire qui tu es, pour qu'on puisse, nos éditeurs fassent plus connaissance avec toi. Est-ce que ça te convient ? Parfaitement, je vais me présenter. Merci en tout cas déjà pour l'invitation et bonjour à ton audience. Donc je suis Fabienne Wetter. Donc j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai commencé dans les sciences. Donc à la base, je suis docteur en sciences. J'ai intégré L'Oréal en tant que manager dans l'innovation. C'est ma passion, l'innovation, les sciences. J'y suis resté 13 ans où j'ai fait des projets toujours hyper enrichissants, innovants. Et puis, j'ai décidé à un moment donné que j'en avais un peu marre et que je voulais changer. J'ai changé à la fois de métier et à la fois de région, puisque j'ai déménagé, je suis parti de Paris pour arriver à Toulouse. Donc, je suis toulousaine depuis 4 ans. Et donc, dans cette démarche-là, en plein Covid, donc en 2020, j'ai décidé de créer mon entreprise de conseil en management et de coaching. Et en parallèle, je me lance dans ma formation de coaching de 18 mois. Donc voilà, et aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'exerce avec principalement des managers et des dirigeants. Donc je les accompagne en coaching individuel principalement, mais je développe aussi la partie coaching collectif avec leurs équipes. Et puis, je me lance aussi cette année en 2024 sur la conférence. Très beau challenge, je dirais. Et sur les managers et dirigeants, est-ce que tu as une typologie de compte ? C'est plutôt de la TPE, grand compte, de l'ETI ? Alors, pour les managers, c'est grand compte. Ce sont des entreprises CAC 40. Ils viennent généralement chercher quelqu'un qui connaît bien les grosses boîtes. Et parce que c'est un mode de fonctionnement qui est très différent des PME et des TPE. Et pour les dirigeants, pour le coup, j'ai plutôt des TPE. Donc, c'est des personnes qui démarrent, en fait, qui ont soit basé leur business sur le recrutement, soit qui veulent créer une équipe. Et donc, ils ont généralement pas du tout de connaissance de management. Et donc, on commence ensemble, je leur apporte cette partie-là de comment on manage des équipes, en fait. Alors, l'objectif de notre émission aujourd'hui, justement, c'est d'explorer les compétences en leadership, comment elles influencent une bonne gestion du temps. Parce que comme nous savons bien et certains auditeurs savent, c'est que la gestion du temps fait partie aussi d'une compétence du leadership. Et justement, les managers et les dirigeants, comment ils peuvent améliorer justement leur gestion du temps ? Alors déjà, la première chose, c'est d'en être conscient. C'est-à-dire déjà de voir que c'est le problème, c'est sa capacité à gérer son temps. Pour la petite histoire, moi, quand j'étais cadre supérieur, j'étais tout le temps débordé. Je courais tout le temps. Quand j'ai commencé à avoir des enfants, ça a été la catastrophe parce que beaucoup d'heures à travailler parce que j'étais passionné par mon métier. Et en même temps, la gestion du quotidien avec une famille, plus les embouteillages parisiens, en fait, je m'en sortais pas.
Et c'est là que quand j'ai commencé à travailler justement sur le temps, de savoir comment je gérais le temps, que je me suis aperçu que c'était un merveilleux levier à la fois pour déjà être ma santé mentale, elle était déjà meilleure, et mon bien-être. Mais en plus, j'ai vu que j'incarnais ou les personnes me percevaient différemment. Et comment j'ai fait pour faire la prise de conscience, c'est que je regardais, je me rappelle bien, hein, le moment, je regardais des femmes qui avaient aussi des fois 3, 4 enfants, et elles avaient l'air tout le temps zen. Je me disais, mais comment elles font? Et le fait d'être zen, elles montaient aussi dans la hiérarchie, elles évoluaient, elles étaient perçues comme des super managers, et je me disais, mais elles ont un secret, il faut que je comprenne ce qu'elles ont. Et j'ai vu que c'était la première chose que j'ai vue, c'était la gestion de leur temps. Elles savaient gérer leur temps correctement, et elles avaient mis plein de choses en place pour faciliter, fluidifier, être aussi elles-mêmes agiles dans cette gestion du temps. Et ça a été pour moi un vrai game changer où je me suis dit, ah, OK, comment je fais pour maintenant, moi, être cette femme-là? D'accord. Alors justement, tu as parlé de toi, de ces choses. Et pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, quelles sont ces choses? Que ce soit toi ou tes clients? Ouais. Alors, il y a 2 dimensions. Il y a le côté, on va dire, très organisé, pragmatique. C'est-à-dire, par exemple, de se donner des priorités. J'ai, par exemple, le système des 3 priorités. Donc, le matin, quand je commence ma journée, je définis 3 priorités parce que nous ne pouvons pas en faire plus, déjà. Généralement, ce qui est le problème aujourd'hui, c'est qu'on a 15 tâches et le matin, on a une sorte d'espoir qu'on va réussir à faire ces 15 tâches. Or, toutes ne prennent pas le même temps, il y a aussi la journée à faire, il y a les contraintes. Et donc, c'est en considérant toute sa journée, en considérant ce qui est important et urgent, je définis ces 3 priorités. Et à la fin de la journée, ce que je trouve qui est génial, c'est de se dire, OK, j'ai réussi. Et en fait, de célébrer. Parce que s'il n'y a rien de pire pour le mental que le matin d'avoir une liste de tâches et le soir de retrouver sa liste de tâches, ça c'est vraiment très rédhibitoire. Ensuite, il y a par exemple, moi le lundi matin, je prends une demi-heure à 1 heure, planifier la semaine, et donc je regarde en fonction des contraintes, qu'est-ce que j'ai, je dépriorise, je priorise aussi certaines choses, j'annule des rendez-vous, ça m'arrive, hein, j'élimine, et ça c'est le premier tips à changer, mais qui est le plus difficile. C'est-à-dire qu'on sait accumuler. Là, on n'a pas de difficulté à ça. Mais par contre, savoir éliminer, c'est plus difficile. Et donc, c'est de se poser la question, quand je vois cette tâche-là, quel sens elle a, pourquoi je dois la faire, pour qui, en quoi c'est important, quel est le risque. Donc, c'est toutes ces interrogations. Et comme ça, après, je me dis, bon voilà, cette semaine-là, j'ai besoin de repos, je me sens plus fatiguée. C'est aussi m'écouter, écouter mon corps, mes sensations, et se dire, voilà, qu'est-ce que je me donne comme challenge pour la fin de la semaine à finir. Et voilà, donc ça, c'est peut-être deux premiers outils, on va dire, mais très pragmatiques. Et après, il y a plutôt les outils de mieux se connaître et mieux connaître son rythme pour adapter aussi sa vie par rapport à ça. Si on est manager, par exemple, dans un grand groupe, en fait, la première chose qui va être à apprendre, c'est à savoir déléguer. Et déléguer, si c'était si facile, tout le monde y arriverait facilement. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que derrière la délégation, il y a une notion de confiance et de contrôle. Et quand on est, par exemple, moi j'étais une experte technique, quand on vient du monde des sciences, par exemple, en fait c'est compliqué parce qu'on est habitué à contrôler. On est dans la certitude, on est dans le cadre, voilà, il faut rester dans le cadre. Or, pour donner de la confiance, il y a une notion de risque, de sortir du cadre, c'est un peu plus mouvant. Et donc ça, c'est quelque chose qui est interne, qu'on a besoin d'apprendre pour pouvoir être capable de déléguer et de pouvoir justement regagner du temps pour faire des choses pour soi ou pour des nouveaux challenges ou ce que vous voulez. Est-ce que tu dirais que c'est des pistes cruciales pour devenir un leader en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, en tant que maître de son temps? Oui, complètement. Pour moi, aujourd'hui, si on n'est pas capable de lâcher le contrôle, surtout dans le monde dans lequel on est, parce que ce qu'il faut refaire un peu l'histoire aussi, hein, c'est que
quand on a eu Monsieur Taylor plutôt, mais Monsieur Taylor a décidé, le Taylorisme, de faire par rapport à l'industrie que tout le monde fasse une seule tâche, et donc tout le monde était en randonnion, et puis moi je tapais sur ce marteau-là, et puis l'autre il tapait sur quelque chose, et donc c'était pour augmenter la productivité. C'était le monde industriel, et c'est comme ça qu'a grandi le monde industriel. Aujourd'hui, on est dans un autre monde où il y a beaucoup plus de sociétés de services d'ailleurs. On n'est plus dans avoir un patron qui nous dirige et qui dit voilà, fais ci, fais ça, fais comme ça. Et donc, on est dans quelque chose où le temps est complètement perçu et vécu différemment. On est dans le voilà, il y a beaucoup d'informations en même temps, beaucoup de sollicitations en même temps, donc voilà, donc, cette compétence-là qui n'était peut-être pas nécessaire avant, elle devient cruciale pour une question de survie. Moi, j'ai envie de dire, des fois, moi, je parle de survie, hein, véritablement, parce que sinon, on est acculé de plein de choses à faire et on est incapable de développer, d'incarner un leader qu'on a envie de suivre, qu'on a envie, qui nous inspire. Voilà. Donc, je pense que pour moi, c'est hyper, hyper important. Est-ce que c'est le même processus pour une personne qui soit aussi bien manager que dirigeant? Mais c'est-à-dire que oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est en fonction d'où il part, en fait. Ça dépend d'où il part. Mais il faut comprendre, c'est qu'un dirigeant, il a beaucoup plus encore de paramètres à gérer, puisqu'il y a l'aspect économique, l'aspect stratégique. Donc ça, c'est encore des dimensions qui peuvent, sur le temps, jouer énormément. Où il n'arrive plus à le gérer à cause de ses multicasquettes. S'il n'arrive pas, par exemple, à se détacher de l'opérationnel, c'est pareil, c'est plus compliqué. Quand on est un manager dans un grand groupe, par exemple, c'est plus facile si on a une équipe à qui déléguer. Voilà, on a tout de suite une équipe. On a aussi beaucoup de collaborateurs autour de nous à qui on peut déléguer. Alors que quand, par exemple, on est dans une PME, on va nous demander d'être plus polyvalent. Donc, il faut savoir faire un peu de tout. Donc là, c'est plutôt de la priorisation. Dans ces cas-là, l'autre, ça va être plutôt de la délégation dans le grand groupe. Et le dirigeant de TPE, moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt tout ce qui est autour du chaos, en fait, ce qu'on appelle le chaos management. C'est-à-dire, c'est tous ces éléments qu'il faut considérer dans une prise de décision, dans ce que je dois faire, ou comment j'organise mon temps. Quel conseil tu leur donnerais pour arriver à cette dimension d'être leader de son temps? Est-ce qu'ils prennent ce temps? Est-ce qu'ils ont conscience qu'il faut se faire accompagner? Et par qui et comment? Mais malheureusement, c'est très dur à dire, mais c'est quand on est face au mur que on en prend conscience souvent sur le temps. C'est-à-dire que quand on est dans la roue de hamster, on ne s'en rend pas compte. On accumule les tâches, on est en train de les faire sans forcément penser à pourquoi je fais ça. Et je pense que la première question, pour justement en prendre conscience, c'est que tous les jours, quand vous faites une tâche, demandez-vous pourquoi vous la faites. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de tâches qu'on fait par automatisme. On ne se pose pas la question pourquoi on le fait, c'est comme ça. Et si vous répondez parce que j'ai pas le choix, c'est qu'il y a un souci. Vous devez savoir pourquoi vous faites les choses. Et dès lors qu'on sait ça, déjà on prend conscience de l'état dans lequel on est. C'est-à-dire, est-ce qu'on est déjà c'est super, je suis déjà super bien organisé, je sais pourquoi je les fais, elles ont une valeur ajoutée ou un rôle, ou elles sont une courroie dans un process quand on est dans un plus grand groupe. Déjà, c'est un bon point. Puis après, pour améliorer ça, en fait, il faut tester. C'est tester toutes les méthodes qui existent. Moi, j'ai beaucoup testé la matrice d'Eisenhower. J'ai adoré ça pendant un certain nombre de temps. Elle m'a soutenu jusqu'à ce que je me l'approprie complètement et que je le fasse, moi, avec ma personnalité, ma matrice d'Eisenhower. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment une dimension très éliminée. J'élimine en fait régulièrement, j'élimine. Et quand, par exemple, je vois qu'une tâche est récurrente, je dégage en fait. Je me dis c'est qu'elle n'est pas importante, donc je la dégage. Donc ça, c'est mon fonctionnement. Je t'interromps. Sur cette matrice Eisenhower, tu as réussi à la mettre en place quand tu étais manager chez L'Oréal ou aujourd'hui en tant que solopreneur? Alors les deux. J'ai commencé en entreprise et j'ai continué en solopreneur. En entreprise, ce qui était, par exemple, quelque chose que j'ai pris conscience et que beaucoup de cadres dirigeants, parce que je discute avec eux, prennent conscience, c'est qu'on n'est pas obligé, par exemple, d'aller à toutes les réunions. Quand on est dans un grand groupe, on n'est pas obligé d'aller à toutes les réunions. Ce qui fait qu'on va dans toutes les réunions, c'est parce qu'on pense qu'on va rater une information importante, le fameux FOMO, Fear of Missing. On a peur de dire ah oui, mais si j'y suis pas, je vais rater l'information. Donc ça, c'est travailler encore sur soi.
Et puis, on a l'impression qu'il faut y être. Voilà. Moi, je n'allais pas dans toutes les réunions. Je le dis vraiment maintenant de manière très libre. J'allais dans 1 sur 3 parfois et je supprimais parce que pour faire mon travail, en fait, j'ai aussi des tâches inhérentes à ma fonction. Par exemple, moi, je n'y allais pas. Quand j'ai pris un poste qui était assez stratégique et très exposé, en fait, j'avais dit, OK, je prends le poste, mais le lundi et le vendredi, je pars à 17h. Voilà, j'ai mis mes conditions. Donc, c'est aussi savoir dire non. C'est toute cette partie-là. Donc, ça, c'est pour les managers. C'est vraiment d'être capable, effectivement, de ne pas non plus se laisser happer par toutes ces demandes, ces sollicitations qui peuvent peut-être pour l'ego, des fois, faire du bien, mais qui n'est pas favorable à ce que vous ayez une bonne santé mentale et que vous puissiez être bien dans votre tête et votre corps. Alors, moi, de ce que j'entends, ça dépend d'où on vient, dans le sens d'un point de vue personnel, parce que tout à l'heure, en début d'émission, tu disais que c'est important d'apprendre à se connaître. Il y a des personnes qui vont culpabiliser, de se dire, ah bah oui, mais si je suis invité à cette réunion, c'est important que j'y aille, il va culpabiliser de ne pas y aller. Mais comment on fait? Parce qu'une personne, un manager ou voire même un salarié ou un dirigeant d'entreprise, comment il fait pour sortir justement de ce gouffre, si je peux appeler ça comme ça? Ça dépend déjà de la culture de l'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises où il n'y a pas non plus 10 000 réunions. Donc là, on parle vraiment des gens qui ont le souci, qui ont par exemple des fois 2, 3 réunions en même temps. C'est oser exiger un certain nombre de critères pour pouvoir prendre votre décision. Vous ne pouvez pas prendre une décision si vous allez dans une réunion ou pas, si vous n'avez pas un certain nombre de critères. Et donc, dans mes critères, j'avais par exemple le fait qu'il y a un ordre du jour. C'est quand même la base, sauf qu'il y avait très très peu de réunions qui avaient des ordres du jour. Donc, je disais, OK, je vois que tu vas donner cette réunion. Est-ce que tu peux avoir l'ordre du jour pour savoir si ma présence est utile ou pas, ou si même je délègue ma présence à quelqu'un de mon équipe. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'ordre du jour. Après, c'est si jamais il n'y a pas de compte-rendu, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que quand moi, je n'allais pas à une réunion, mais qu'il y a un compte-rendu, je me disais, bah, c'est pas grave, au pire, je peux lire le compte-rendu. Quand il n'y en a pas, c'est plus compliqué. Donc, ce que je faisais, c'est si jamais il y a des informations intéressantes, je faisais un café avec l'animateur de la réunion pour débriefer un peu, de savoir ce qui s'était passé ou quelqu'un qui était dans cette réunion-là. J'ai toujours eu les informations que j'avais besoin pour travailler moi et mon équipe. Voilà, je n'ai jamais eu de choses où je me suis dit, ah bah tiens, mais c'est cette peur en fait, c'est la franchir et ça c'est l'audace qui le permet. Il n'y a pas 10 000 choses, mais je me dis que quand on est manager, l'audace, c'est quand même quelque chose qui est au départ un peu en soi, il faut juste aller la titiller parfois parce qu'on l'a un peu oublié. Ce que je pourrais rajouter de mon expérience, je dirais que même quand on est invité à une réunion, on n'y a pas participé, on peut se dire, bah ouais, notre présence n'était pas utile. Ça peut être aussi un indicateur pour se dire quels sont le nombre de réunions où j'ai été, où je n'ai pas participé, et se dire aussi, bah, est-ce que la prochaine fois, c'est utile que j'y sois? Parce que sur une journée, allez, je veux dire globale de 8 heures, dans les entreprises, on voit, même j'imagine dans les grands groupes que dans lesquels tu as été, il peut y avoir la réunionnite, et de se dire qu'on a passé, on a eu 4 ou 5 réunions par jour et qu'on doit produire des choses, ça doit être très frustrant. Et c'est ça le problème des managers, surtout les middle management. Le middle management, c'est-à-dire le premier niveau de management, c'est les plus exposés, pour eux le plus compliqué aujourd'hui dans les entreprises comme ça, parce que en fait, ils sont entre l'étau et l'enclume, en fait, ils sont entre les deux, ils sont en sandwich entre la hiérarchie qui exige beaucoup de choses, du reporting, des réunions, voilà, plein de choses, et puis l'équipe aussi qui demande à voir son manager régulièrement, donc des réunions one-to-one, etc. Quand je suis devenu manager de manager, c'était déjà plus facile. Mais quand je suis resté manager de technicien, dans mon cas, c'est là où c'était le plus difficile de pouvoir allier tout ça. Et donc, on est obligé de refuser, de dire non, de ne pas y aller et de se rendre compte. Moi, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte de ça. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait une sorte des lignes de conduite. C'est-à-dire qu'il y avait certaines réunions, ce que j'appelais task force. Moi, j'allais à 1 sur 3 parce que je savais que ça n'avait pas besoin de je sois là tout le temps. Mais de temps en temps, ça me permet d'avoir un update de ce qui s'était passé. Et puis, il y a certaines réunions où je sais que c'est stratégique, que c'est juste pour soutenir mon collaborateur que j'y vais. Ça ne me fait pas plaisir forcément, mais j'y vais quand même parce que je sais que c'est un peu plus compliqué, mais je le faisais une fois de temps en temps. Il faut préciser quand même aussi aux managers et aux dirigeants d'entreprise que c'est coûtant. D'assister à des réunions pour lesquelles on n'a pas de valeur ajoutée. Ils avaient donné un chiffre, je ne sais plus c'était combien. Tu l'as, c'est toi? coûteux, je veux dire. Il y avait des chiffres sur ça. Je les ai déjà lus, mais je m'en souviens plus. Ouais. Comme quoi, le mot qui me viendrait par rapport à ce que tu as partagé, c'est la prise de décision. Savoir prendre des décisions, se dire, est-ce que j'ai une valeur ajoutée
ou pas? Quel autre enjeu tu vois encore, justement, pour savoir équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle auquel les leaders sont confrontés? Tellement d'enjeux. Ouais. Parce que tu as parlé de la réunionnite, on a parlé de la prise de décision, la connaissance de soi. Bien sûr. T'en vois d'autres? Alors, peut-être qu'il n'y en a pas d'autres hein, comme ça. Alors, il y en a un qui est un bouffeur de temps et qu'il est bon de se libérer assez rapidement, c'est la procrastination. Mhm. Parce que les managers et les dirigeants procrastinent comme tout le monde. Et en fait, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, c'est de comprendre que cette procrastination, elle a un sens. Et de se poser la question, que tout ça, c'est du temps perdu. Parce que, par exemple, quand on a une tâche et qu'on ne la fait pas, et qu'on la reporte, ce qui se passe, c'est que ça reste dans nos cerveaux. Et donc, c'est tout le temps en train de « Ah oui, j'ai ça à faire. Ah oui, j'ai ça à faire. Ah oui, j'ai ça à faire. » Et ça aussi, c'est épuisant. Ça aussi, ça nous bouffe du temps invisible, en fait, mais ça bouffe énormément de temps parce que tout ce qu'on a à faire, ça ne nous fait pas non plus vibrer. Et là, ça fait que par moments, on procrastine. Et donc, c'est plutôt que de voir la procrastination comme un problème, de vraiment le voir comme un signal. Pourquoi je procrastine? Qu'est-ce qui fait que je procrastine? Pourquoi cette tâche? Et on revient sur la tâche. Comment je la planifie ou pas? Est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'elle a un intérêt? Quelle est sa valeur ajoutée? Et on revient sur un processus de questionnement pour prendre une décision sur cette tâche plutôt que de la laisser pendant des semaines, des fois des mois, nous suivre. Ok, alors le fait de bien gérer son temps, comment ça peut influencer sa productivité dans son travail perso, mais également dans sa vie personnelle? C'est-à-dire que plus on sait gérer son temps, moins on est stressé. Et quand on dit ça, les gens, le stress, je pense que tout le monde voit ce que ça fait, le stress sur son bien-être, sur notre communication. Par exemple, quand on est stressé, on va être moins patient avec un collaborateur qui vient nous solliciter. On va être moins enjoué avec nos enfants quand ils vont nous dire « il faut ceci, il faut cela » et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ça à ce moment-là. Et le stress, ça fait plein de choses aussi, de la fatigue, de tout ça. Donc, mieux on gère son temps, moins on est stressé et donc mieux on est. Donc, on a tout intérêt à être bien organisé. Juste quelque chose, Chris, que je voulais rajouter qui est importante, c'est que moi, quand j'ai commencé à mettre l'idée que j'allais gérer mon temps, je voyais ça comme que de la contrainte. Et je me disais, mais attends, déjà, on a plein de contraintes. Je ne veux pas mettre une discipline, une contrainte à faire, à gérer mon temps. Puis le mot gérer, tu vois, on voit le côté un peu strict, contrainte. Et j'ai envie de dire, je ne me suis jamais senti aussi libre que quand j'ai su gérer mon temps. Et tous les gens qui gèrent leur temps le disent. Ça nous procure une liberté d'action, une liberté mentale qui est juste hallucinante, qui fait qu'après, même s'il y a, parce qu'il y a toujours des pépins, des trucs qui arrivent dans notre vie, on les accueille mieux. Parce que si on est déjà sous l'eau et qu'il y a un énième pépin qui arrive, une urgence, un produit qui ne va pas sur le marché, n'importe quoi, en fait, on va vite vriller. Donc, on abaisse en fait avec une sorte de baseline qui est très basse. Puis, on va être aussi capable de supporter tous les trucs qui arrivent qui ne sont pas prévus, tous les imprévus. Hyper important de le comprendre et de se dire, déjà, de changer notre vision, que ce n'est pas une contrainte. La gestion du temps, c'est vraiment quelque chose qui vous libère. Et ça, c'est pas intuitif. C'est pas comme ça qu'on peut le percevoir au départ. Je sais pas ce que tu en penses. Quand tu me disais ça, ça vibrait à l'intérieur de moi. Ça vibrait parce que je me suis dit, je comprends aussi pourquoi j'ai choisi cette thématique. Et c'est peut-être pas inconsciemment pour rien. Parce que je suis quelqu'un d'assez discipliné. Et pour moi, tu l'as dit, tu as parlé de discipline. Et le mot qui me vient quand on gère bien son temps, c'est la discipline. Tu es obligé, en fait. Moi, je me rends compte. Et je me rends tellement compte que j'ai discuté avec une proche il y a quelques mois. Elle me disait qu'elle était rebelle, elle est solopreneur, qu'elle est rebelle et que pour elle, c'est qu'elle n'est pas disciplinée, mais voilà, elle fera comme ça, comme elle peut. Quelques semaines plus tard, je l'ai eu. Son mode de fonctionnement, elle a pris conscience et son mode de fonctionnement a changé. T'es obligé. Moi, ça m'apporte même si au départ, je suis quelqu'un de discipliné, mais j'avais pas la méthodologie, j'avais pas la méthode où, quand je m'étais lancé à mon compte, ça m'a apporté une certaine légèreté. Je savais quand je commençais et quand je terminais. Je connaissais mes priorités, je savais où est-ce que je pouvais aller, je pouvais dire non sans culpabilité, j'avais un cadre dans mon travail. Et puis après, j'ai encore affiné, mais tu es obligé de passer par là. Comme tu dis, au contraire, tu vas pas perdre du temps, mais en gagner. Ça te permet de prendre la hauteur, c'est là que tu deviens leader. Et j'imagine que les plus grands leaders qui soient, c'est ce qu'ils ont dû faire. Tu es obligé de passer par là. Écoute, Barack Obama, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, ils sont allés jusqu'à mettre un uniforme, c'est-à-dire
ne même pas avoir de charge mentale sur comment je m'habille le matin. T'imagines, là aujourd'hui, on en parle dans ce moment de l'uniforme, est-ce qu'on le remet ou pas? Mais moi, j'ai connu l'uniforme. J'ai eu cette chance de connaître l'uniforme quand j'étais au collège en Martinique, parce que j'ai vécu un certain nombre d'années aux Antilles. Et en fait, vraiment, le matin, je n'avais aucune charge mentale. Je prenais dans mon truc et je gagnais un temps de dingue. Et c'est pour ça que moi, ça me parle quand ces personnes-là font ça, de se dire à un moment, est-ce que je ne vais pas arriver jusque-là? C'est pour gagner encore, grappiller de la charge mentale ou du temps. Ouais, tout à fait. Et tu es obligé parce que le monde de la société dans lequel on est aujourd'hui, les plus jeunes générations, elles commencent à être formées à l'école sur la gestion du temps, les managers aussi. Mais nous, notre génération, on n'a pas été formés à ça. C'est pas quels sont les codes et les bonnes méthodes. Donc, moi, ce que je dirais aux personnes qui nous écoutent, formez-vous, faites-vous accompagner. Vous allez voir ce que ça va vous apporter. Et bien au contraire, tu perds pas du temps, tu investis du temps. Et c'est là que tu apprends à avoir ton équilibre vie perso et vie pro. Tu apprends, bon, moi, c'est un peu plus facile pour nous parce que nous, on fait du développement personnel, donc on apprend à connaître sur soi. Donc moi, je sais ce qui est important. Donc je sais par quoi qu'il faut que je commence ma journée pour être bien. Je sais que j'ai besoin de faire du sport avant de commencer ma journée. Et après, go, la journée, elle peut commencer. Si sur une semaine, j'ai pas fait de sport, même une semaine, je suis en déséquilibre. Et si je veux être productif, c'est important de mettre ce qui est important pour soi, en fait. Si c'est ta famille, tes enfants ou autre. Et si tu délaisses tout ça, bah forcément, tu ne seras pas productif. Tu ne seras pas productif dans ton monde d'entreprise et tu ne seras pas productif dans ta vie personnelle. Et forcément, au bout d'un moment, tu peux tomber à ce moment-là dans ce surmenage, aussi bien psychologique que physique, quoi. Complètement. Et je te rejoins ce matin. J'ai eu besoin d'aller courir aussi, tu vois, parce que je me suis dit, je me mets en énergie. Donc, j'ai fait ma course ce matin. J'ai écouté de la musique parce que c'est des choses qui me mettent en énergie, du plaisir. Et en fait, c'est parce qu'on se connaît. Après, au bout d'un moment, on sait aussi quoi mettre en place pour nous donner de l'énergie. Parce qu'en fait, tout ça, ce qui est intéressant, c'est que très, très rapidement, on voit que ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie. Et donc, quand on commence à dire que je gère mon énergie, en fait, on voit que, OK, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui m'en prend? Qui fait qu'après, je ne vais peut-être pas mettre, par exemple, moi, quand je fais 2 heures de coaching, après, je ne vais pas remettre 2 heures de coaching. C'est même pas, je ne pourrais jamais le faire parce que c'est trop difficile. D'un point de vue mental, j'ai besoin de me ressourcer au moins 2 heures pour recommencer. Pareil, c'est se connaître pour savoir quel est son rythme. Et ce que je voulais rajouter aussi, qui est intéressant comme bénéfice, parce que plus on voit les bénéfices et plus ça nous donne envie d'y aller, c'est la créativité. Quand j'étais chez L'Oréal et que j'étais submergée, j'avais perdu toute ma créativité. J'avais des feedbacks que je ne comprenais pas, mais mes managers me disaient oui, si tu manques de créativité, etc. Je me disais, mais attends, c'est bizarre. Moi, j'ai toujours été une créative et parce que j'étais surchargée. Je n'arrivais même plus à avoir des idées nouvelles. Voilà. Depuis que je suis solopreneur, ça a radicalement changé. C'est que tout est fait, je gère le temps pour être la plus créative possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on me reconnaît ça. Parce que je publie 4 posts par semaine sur LinkedIn. On me dit comment tu fais pour avoir autant d'idées. Mais parce que tout est fait dans la gestion. Mais tout est fait dans la gestion de mon temps pour avoir justement cette créativité. Ça veut dire laisser des espaces de vide. Ça veut dire... Et en fait, moi, tu vois, je te donne un exemple de dirigeant parce qu'on va croire que c'est que moi, mais moi, j'accompagne des dirigeants. Au début d'un coaching avec un dirigeant, son problème, c'est le temps. Le problème, c'est il est au bord du burn-out. Généralement, ceux qui viennent me voir, ils sont au bord du burn-out. À la fin de l'accompagnement, ça y est, il a commencé à s'octroyer 2 heures par semaine, ce qui n'est pas énorme. 2 ans après, je le revois parce qu'on reste en contact. Je le revois 2 ans après. Il m'appelle pour me dire « Fabienne, ça y est, j'ai dégagé 2 jours de ma semaine pour travailler sur la stratégie, sur moi, me donner du temps, du sport, du machin, etc. » Donc en fait, c'est parce qu'au fur et à mesure du temps, il a vu le bénéfice sur son bien-être, le bénéfice sur sa productivité, le bénéfice sur sa créativité, sur sa capacité à prendre des décisions plus justes. Parce que quand on est submergé, c'est difficile de prendre une décision bien alignée et correcte. Et donc, et quand il a vu les bénéfices, ça l'a motivé. Et je pense que le plus dur, Chris, c'est de démarrer. Le plus dur, c'est la première pierre. Je sais qu'on dit le passage à l'action, mais c'est même pas le passage à l'action, c'est la première chose que vous allez commencer à faire qui fait que vous allez dire « Ok, tiens, regarde, je me sens mieux. » Et observez aussi que ça fait sur vous. Et ça, franchement, moi, pour l'avoir vécu et je le vis avec tous mes clients, c'est vraiment une libération. J'appelle ça moi, la libération de savoir gérer son temps. Ça me fait penser au test and learn. Faut tester, quoi. Écouter ce qui peut se passer, parler entre managers, parler entre dirigeants. Souvent, je me rends compte dans mes accompagnements, que ce soit en coaching ou en formation, il y a dans ces moments de formation ou de coaching, les gens parlent entre eux pour voir comment ça fonctionne et s'autoriser à faire.
N'ayez pas peur. Bon, ce qui fonctionne pour toi fonctionnera pas forcément pour moi. Et ce qui peut fonctionner peut même me donner une ouverture. Mais ce moment de créativité, il est ultra important. Est-ce que mon mode de fonctionnement, il est bon? Parce que là, on va parler de soft skills. Dans mes soft skills, comment je peux savoir ce que je fais? Est-ce qu'il est bien? Parce que je suis tellement dans l'opérationnel. Est-ce que j'autorise mes subordonnés à échanger avec moi pour me donner des feedbacks, pour voir ce qui va bien ou pas? Mais où est-ce que j'en suis en fait? Donc, ce que je dirais, c'est aller se faire accompagner, mais développer ses soft skills. Et qu'est-ce que tu peux dire justement, Fabienne, par rapport à ces soft skills en termes de gestion du temps, lesquels qui sont primordiaux pour toi, d'après toi? Alors moi, je vais dire ce que j'utilise le plus avec mes clients, qui revient, on va dire, je peux pas dire 100% parce que mais presque. J'ai trouvé que chaque fois, ce qui revient en tant que soft skills, c'est savoir dire non. Je trouve que parce que dans savoir dire non, il y a savoir se prioriser aussi, et de se dire que son temps est autant important que le temps des autres, si ce n'est plus. Parce que je me vois bien, quand c'était mon manager qui venait me demander quelque chose, comment j'avais la capacité à me mettre après, mon temps était moins important que celui de mon manager. Puisque je faisais tout pour être dans son temps et pas que lui soit que ce soit un peu d'égalité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. J'étais encore en entreprise quand je l'ai appris, qui m'a vraiment... comme soft skills, j'ai trouvé le plus dur, pour être honnête, à faire parce que ça dépend de son éducation, ça dépend de son vécu, mais moi, ça ne se fait pas. Voilà, j'avais quelque chose par rapport à la hiérarchie, les gens qui sont plus vieux que moi, de respect, une sorte de respect, je mets des guillemets. Et donc, ça n'avait pas été évident. Ça, c'était le premier point. Le deuxième soft skills qui est sous-estimé aussi, c'est s'écouter, connaître un peu tout ce qui est émotion. Donc, l'intelligence émotionnelle. Et dans l'intelligence émotionnelle, il y a l'empathie, mais moi, j'aime bien parler de l'empathie vis-à-vis des autres, mais surtout l'empathie vis-à-vis de soi. D'être capable d'être empathique. On peut être très empathique vis-à-vis des autres, mais pas forcément vis-à-vis de soi, pour être bienveillant, s'écouter, se dire je me sens fatigué et c'est OK en fait, ce n'est pas un problème d'être fatigué, c'est plutôt qu'est-ce que je mets en place pour justement être moins fatigué. Est-ce que c'est mon sommeil? Et donc, qu'est-ce que je mets en place pour mon sommeil? Est-ce que c'est trop de charge? À ce moment-là, comment je fais pour me décharger? Voilà. Et en fonction de ça, c'est après de mettre des stratégies en place. Et on revient sur ce qu'on disait, quand on a une stratégie, être suffisamment discipliné pour pouvoir après suivre tout ça. Donc, je dirais empathie, savoir dire non. Qui revient le plus souvent. Ça fait penser à l'estime de soi, en fait, aussi, avec... quand tu... Oui, voilà. C'est que moi, il y a beaucoup ça, parce que avec moi, je pense que c'est quand même le fondement, en fait. De tout, hein. De tout, l'estime de soi. Je trouve que... parce que, par exemple, moi, je suis quelqu'un, je suis admiré pour ma confiance en moi. Et quand j'ai dit, mon estime de moi, j'étais tellement basse que ça fait un travail depuis... là, ça fait plus de 5 ans que je travaille, si ce n'est 6. Et que je suis toujours pas, les gens ils me croient pas parce que ce que je dégage c'est la femme qui ose, la confiance, et c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes, et déjà de les dissocier c'est important de comprendre. La confiance en soi, c'est sa capacité à ne pas avoir peur à faire des choses. Ça, moi j'ai aucune peur de tomber parce que je suis dans une dimension de test and learn, donc la confiance en moi, j'ai pas de problème. Par contre, l'estime de soi, c'est plutôt l'amour de soi, comment on se regarde, donc sur le jugement qu'on a sur nous, sur nos capacités. Et donc, plus on a de l'estime de soi, plus ma confiance en moi continue à grandir. C'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que plus elle est grosse, plus ma confiance en moi est forte. Que je rajouterais pour compléter aussi, c'est se dire, comme tu disais, c'est son empathie avec soi-même, aller s'apporter de la valeur, aller se valoriser sur ce qu'on a réussi à faire sur une journée. Faire savoir. Exactement. Le manager, il va pas forcément terminer sa journée comme il le voudrait, mais quand même regarder ce qui a été fait et se dire c'est très bien. Tu parlais du sommeil, c'est de se dire ok, peut-être que je prends pas de travail pour à ramener chez moi. Là, la productivité, si tu mets pas ce qui est important pour toi, je sais pas, tu parles du sommeil, tu parles de manger, tu parles de dormir, mais pour moi, c'est des éléments qui sont tellement essentiels, tu vois. Mais on peut oublier, Chris, fais-moi confiance, on peut oublier de faire tout ça. C'est sûr. Je peux te le dire. Je pense que j'ai tellement bien nourri, jamais manqué de sommeil volontairement, je dirais. Mais heureusement, tu vois, mais j'ai appris à nourrir mon estime de moi, plus à me dire comment je suis venu à nourrir.
peut-être à me dire, le jour de mon anniversaire, je travaille pas. Peut-être me dire que, tu vois, chaque fin d'année, je prends un mois de vacances, de break, et je vois ce que ça m'apporte. Parce que j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'être entouré des... Bien sûr, gens c'est s'écouter. C'est C'est vraiment s'écouter. C'est vraiment cette dimension-là. Et là, j'en ai un troisième qui m'a, quand tu parlais, qui est hyper important et que personne, je trouve, très sous-estimé. Et que pour moi, ça a été un game changer dans ma vie de leader. C'est l'assertivité. L'assertivité, c'est la troisième dimension après l'estime de soi, de la confiance en soi. Il y a l'affirmation de soi. Donc, je sais m'affirmer tout en respectant l'autre. Et ça veut dire c'est cette capacité à la fois à tenir compte de ses besoins, à tenir compte de qui je suis, de ce dont j'ai besoin et ce que je veux faire, et à la fois d'être capable d'être en empathie vis-à-vis de l'autre, d'essayer de comprendre l'autre pour pouvoir obtenir ce que l'on veut ou que ça se passe bien. Savoir dire non nécessite d'être assertif. Et donc ça, c'est vraiment une dimension, l'assertivité, qui, pour moi, est essentielle, en tout cas, de développer en tant que leader, parce qu'à ce moment-là, on sait naviguer, on sait s'adapter aux gens, à chaque personnalité, et puis on est vraiment dans l'écoute et l'adaptabilité, quoi, en fait. Donc ça, pour moi, c'est important pour un leader. Ouais, c'est une pierre angulaire parce que ça va te permettre tellement de choses dont tu as parlé, mais également apprendre à gérer les conflits, même si c'est aussi d'autres techniques différentes, mais pour que tes équipes elles soient productives et qu'il y ait un savoir-vivre dans tes équipes et dans ton entreprise, naturellement, ça va t'apprendre à un peu aussi à gérer l'équipe, mais à communiquer, ça t'apprend énormément. Et puis, naturellement, ça t'apprend, comme tu dis, à nourrir ton estime de soi. Merci, parce que c'était tellement important et de ne pas pouvoir le dire, on aurait pu passer à côté. Ok, super. Alors, justement, est-ce que peut-être tu as des anecdotes à nous partager sur cette thématique de la communication, l'assertivité, des personnes que tu as pu accompagner dans tes coachings qui souffraient de ces situations? Alors moi, j'ai un exemple donc je ne vais pas donner le prénom d'un de mes clients, que j'utilise beaucoup pour illustrer, parce que lui, c'était vraiment l'ensemble de tout. Quelqu'un qui a une estime de soi très, très faible, qui avait tous les travers du manager opérationnel, c'est-à-dire je suis dans l'opérationnel et je ne prends jamais de hauteur. Et un jour, dans la séance, il me dit, je découvre... Et là, je crois que mes bras m'en sont tombés. Je découvre qu'il faisait la fermeture des enveloppes pour envoyer les factures aux clients. Et je lui dis, mais attends, ça va pas, t'es dirigeant de TPE, t'as des salariés, pourquoi tu fais ça? Donc, si c'est pour te détendre, je veux bien, mais t'as peut-être autre chose à faire. Et donc, en fait, c'était intéressant parce que à force de creuser, en fait, il fuyait justement ses responsabilités. Il fuyait parce que pendant que je fais ça, je fais pas ce qu'il doit faire en tant que dirigeant. Un obstacle, quoi. Voilà. Donc, c'était intéressant de creuser ça parce qu'en fait, on va inconsciemment mettre des choses dans notre vie pour avoir la bonne excuse de ne pas faire ce qu'on attend de nous. Nous savons que nous devons faire parce que tous les gens qui nous écoutent sont tous intelligents et ils savent ce qu'ils doivent faire. Le problème, c'est qu'ils mettent des obstacles, moi j'appelle ça des obstacles, pour avoir justifié qu'ils n'ont pas le temps, que je ne peux pas faire ci, que tu vois bien que je suis débordé, que je finis déjà à 20h. Oui, mais regarde, pourquoi tu finis à 20h? Est-ce que tu n'as pas mis des tâches qui ne sont pas... Donc je lui dis, mais ça, tu le délègues. En plus, il connaissait déjà en discutant, il connaissait déjà une société pour laquelle il pouvait complètement déléguer ça. Donc, il avait déjà tout, en fait. Il avait l'argent, donc il n'avait pas de souci par rapport à ça. Donc, quand il a commencé à faire ça, il a commencé à prendre de la hauteur. Là, il a commencé à se rendre compte, mais en fait, mes salariés, en fait, n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Parce qu'en fait, ce qui est important dans un dirigeant de TPE, c'est quand même, pour moi, la base, c'est d'avoir les mêmes valeurs. On peut être complètement différent, c'est pas un problème, parce qu'on peut s'adapter. Si on n'a pas les mêmes valeurs, ça pose vite un problème. Les mêmes valeurs. Et donc, en fait, mes valeurs personnelles, que je me retrouve dans les valeurs de l'entreprise. D'accord, ok. Parce que si tu as un décalage, c'est ce que les gens ils appellent perte de sens, qui parlent des entreprises. C'est une des raisons pour lesquelles c'est que souvent il y a un décalage par rapport aux valeurs. Personne ne le verbalise comme ça, mais c'est souvent ça, le souci. Et donc il a mis ça. Donc en fait, je l'ai accompagné à ce que collaborateur quitte l'entreprise correctement, c'est-à-dire en utilisant l'assertivité pour que ça se passe bien. Sans manipulation, attention, sans manipulation, mais que ça se passe bien.
Donc, je l'ai accompagné à ce que ces personnes-là parlent et je l'ai accompagné pour recruter. Comment recruter? Basé uniquement sur les hard skills. C'est bien, ça dépend du métier. Si on a un métier, effectivement, si on est médecin, qui sont quand même plus importantes des fois que les soft skills. Mais si on est, par exemple, dans une société de service où c'est l'humain et que la priorité, c'est la gestion du client, la gestion des prestataires, je pense que les soft skills sont prioritaires et que c'est ça qui est important dans le recrutement. Donc là, c'est comment recruter, parce que c'est quand même le recrutement, c'est quelque chose qui est difficile, que ce soit pour un manager, que ce soit pour un dirigeant. Après, l'enjeu et le risque ne sont pas les mêmes. Tout le monde le dirigeant porte beaucoup plus que le manager, mais néanmoins, c'est vraiment des dimensions qui peuvent jouer aussi sur notre temps parce qu'il faut former, on sait que ça va nous prendre du temps de former. Tout ça, il faut y penser dans sa gestion du temps aussi quand on recrute, ne pas avoir que la délégation, mais voir aussi le temps qu'on doit y accorder et comment on doit avancer sur ça. Ok, super. En tout cas, c'était de beaux conseils que tu as pu partager et une belle anecdote. Là, on arrive à la fin de notre épisode. Quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent pour améliorer leurs 3 conseils prioritaires, parce qu'on parle de priorisation, qu'ils devraient faire pour devenir des leaders de leur temps? Ce que je vous invite à faire, je vais donner un seul conseil. Encore mieux. Vous venez d'écouter le podcast, probablement en train de faire quelque chose en même temps, parce que c'est ça l'intérêt du podcast. Vous êtes en train de faire la vaisselle, vous êtes en train de conduire. Vous prenez 30 minutes de votre temps, 40 minutes, et vous prenez un stylo, une feuille de papier, et vous réécoutez l'épisode. Vous réécoutez et vous notez tout ce qui vous parle, tous les outils qu'on a cités avec Chris, et vous allez chercher déjà sur Internet, ceux qui aiment bien ChatGPT, moi j'aime bien ChatGPT, vous lui demandez, et vous commencez à voir ce que vous avez envie de tester. Vous prenez 2 outils, et le lendemain, vous commencez, passez à l'action, essayez quelque chose. Et dès lors que vous voyez que soit vous êtes bloqué, soit vous avez atteint ce que vous pouviez faire seul, osez demander de l'aide. Osez demander de l'aide en faisant une formation, en demandant un coach qui pourra vous accompagner sur la gestion du temps. Osez demander de l'aide, de dire, voilà, là j'ai fait tout ce que je pouvais, tout seul, toute seule. Maintenant, je vais soit vouloir aller plus vite, soit me débloquer, et là je fais appel à quelqu'un. Voilà mon conseil. Merci. J'aurais aimé entendre ce type de discours quand j'étais salarié. Ça m'a peut-être pu m'aider sur certaines choses, forcément, dans mon organisation. Je ne me suis pas senti non plus débordé, ça allait. Mais merci pour ton partage. Alors, où est-ce qu'on peut trouver tes actualités? On retrouvera dans le lien de l'émission. Tu as parlé de conférences, je crois, tout à l'heure, Fabienne. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis très visible. Donc, vous pouvez me retrouver déjà sur LinkedIn. Donc, je poste 4 fois par semaine. Et en plus, cette semaine, j'ai une consécration qui était quand même pour moi importante, même si je ne l'ai pas cherché, qui reconnaît, parce que la reconnaissance, c'est important, la reconnaissance de mon travail. Donc, j'ai été élu Top Voice sur LinkedIn. Donc, ça veut dire que je suis considéré comme une experte dans mon domaine sur cette plateforme. Donc, pour moi, c'est une vraie reconnaissance. Bravo pour toi. Donc, voilà. Merci. Et donc, voilà. Donc, vous allez me trouver sur LinkedIn. J'ai un podcast aussi qui parle aussi de tous ces sujets qu'on vient d'évoquer, qui s'appelle Oser être. Vous pouvez me joindre aussi via soit LinkedIn, soit via mon site internet Ose et Être. Je pense que tu me mettras les coordonnées dans le résumé de l'épisode. Et je serais ravi d'avoir de vos retours sur cet épisode, de savoir ce que vous en pensez, juste même des fois un feedback. Voilà, c'est toujours, on est toujours friand de ça pour continuer à apprendre et continuer à grandir. Super. Merci pour ce temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé, Fabienne, de ces conseils pratiques. J'en ai la chair de poule. Franchement, j'ai aimé, tout apprécier de passer ce temps d'échange avec toi. C'était une première collaboration. Vous aurez toutes les informations dans le lien de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cette discussion enrichissante sur le leadership et la gestion du temps avec Fabienne Wiltor. Avant de partir, je vous invite à vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode à venir. Vous pouvez également me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de votre choix. Vos retours sont précieux pour nous aider à améliorer continuellement le contenu et à atteindre davantage de personnes intéressées par la gestion du temps et la productivité. J'ai une surprise pour vous. Dans le prochain épisode, j'aurai le plaisir d'accueillir un expert de la finance et du développement personnel. Si vous voulez découvrir ces précieux conseils concernant votre rapport à l'argent, vos blocages financiers
ou optimiser votre temps et maximiser votre potentiel, restez connectés. D'ici là, continuez à mettre en pratique tout ce que vous aurez appris aujourd'hui pour devenir des leaders encore plus efficaces et épanouis. Merci encore de nous avoir rejoints. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'art de gérer son temps.